La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Bienvenue dans l'épisode 7 des Voyageurs. Salut mes petits voyageurs, mes petits globetrotters sportifs. Bienvenue dans l'épisode 7 des Visiteurs. On s'en va, vous voyez mon chandail, on s'en va à Pittsburgh, Pennsylvania. On a eu la chance d'assister à un match entre les Flyers et les Pingouins. Donc la bataille de la Pennsylvanie. Merci avant tout et partout, puisque vous savez que ce podcast est commandité et propulsé par la gang de billets.ca. Soyez là. Alors, on remercie la gang de billets.ca, non seulement pour les billets pour le match, mais également de nous supporter dans ce podcast-là. Allez les voir pour tous vos besoins événementiels, que ce soit sportif, culturel, ce que vous voulez, partout à travers le Québec, le Canada, la planète. C'est les meilleurs pour faire ça au monde. Également, je veux remercier Best Buy. Parce que sans Best Buy, je ne vous parlerai pas dans un micro professionnel comme je le fais présentement, qui est notre fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault. Probablement que si JC Perrault n'était pas là, je vous parlerais sur une chaise en plastique. Hein? Et présentement, je vous parle dans ce luxueux et somptueux divan 2 places. Et vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch de la Chigan. Ben oui, on est rendu à l'épisode 7. On a 12 épisodes de l'épingle. Je suis encore en train de lire une feuille pour les commandites. C'est ça qui arrive quand tu n'as absolument aucune mémoire. Pittsburgh, ça faisait tellement partie des villes de sport que je voulais aller visiter. Et d'ailleurs, on va recevoir Christopher Le Temps. Très, très, très court. Ses commentaires après le match, après cette bataille de la Pennsylvanie, qui a été gagné 7-6 par les Pingouins de Pittsburgh. Puis il n'y avait presque pas de but en première période. Donc, ça a été un match assez fou à regarder. On recevra aussi Georges Laraque qui a joué là-bas. Puis, croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les anecdotes de Georges Laraque tantôt, de son temps avec les Penguins de Pittsburgh. Puis, ça nous en prenait un autre, qui, lui, a connu une pas pire carrière aussi avec les Pingouins, mais aussi avec les Flyers. C'est Max Talbot qui s'en vient dans le show. Max, qui, vous savez, a connu une finale de la Coupe Stanley, un match numéro 7 absolument fabuleux. Puis on le reçoit un petit peu plus tard, juste après Georges. Mais là, comme je disais, c'est une ville de sport que je voulais absolument aller voir. Et on a juste été capable d'aller voir du hockey. Je trouve ça dommage. Vous allez me dire, « Hey, commencera pas à te plaindre. » Non, je ne vais pas me plaindre. Mais pour vous, pour le travail journalistique, documentariste que nous faisons de façon professionnelle et scientifique dans les visiteurs, j'aurais aimé ça, aller voir les Steelers. Pas une victoire. Vous savez que je suis un fan des Ravens quand même, mais j'aurais aimé ça aller les voir. Et également aller visiter ce qu'on dit qui est un des meilleurs parcs de balles, sinon le meilleur de toute la Ligue, celui des Pirates de Pittsburgh, le PNC Park. Et je vous promets que dans la saison 2 des Visiteurs, on va y aller. Absolument. Sinon, je ferai un épisode spécial en plus pour y aller, ça c'est certain. Le PPG Paints Arena. Je trouve ça intéressant comme histoire parce que c'est un building qui a été ouvert en 2010, donc a tout juste 14 ans. Le PPG Paints Arena accueille les Penguins de Pittsburgh. On a déjà pu voir une Coupe Stanley dans ce building-là, quand même assez intéressant aussi. Mais sans cette aréna-là, les Penguins de Pittsburgh ne seraient plus à Pittsburgh. Tu sais, on se rappelle ce qui est arrivé en 2006-2007. Gary Bettman qui dit, si on n'a pas un nouvel aréna, l'ancien Mellon Arena qui était là, si on n'est pas capable d'en bâtir un nouveau puis d'avoir un projet qui est là, ben, l'équipe va quitter. Et même Mario Lemieux et quelques personnalités avaient été visiter Kansas City en 2007. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais lorsque le fameux projet du PPG Paints Arena est arrivé, qui d'ailleurs est le seul, je dois le dire, le seul édifice de la Ligue nationale certifié LEED à l'époque où il a été construit. Donc, quand même assez avant-gardiste comme building, assez intéressant. Et aussi, PPG Paints sont impliqués dans plein de causes environnementales et une compagnie qui est impliquée dans des multiples causes caritatives également. Alors, tu sais, on dirait que l'organisation des Penguins de Pittsburgh
a cette aura-là de s'impliquer. Je ne sais pas si ça part avec le capitaine, Sidney Crosby d'ailleurs, qui est comme ça. Mais on sent que c'est une équipe qui est impliquée dans la communauté et que ça fait partie des valeurs aussi. Je pense pas qu'il y a personne, à part les fans des Flyers de Philadelphie, qui détestent les Penguins de Pittsburgh. Et le PPG Paints Arena reflète très, très bien ça également. Les visiteurs, le podcast. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Comme vous savez, on évalue les buildings qu'on visite, dans ce cas-ci le PPG Paints Arena, sur 5 points différents. Le premier, c'est la localisation. À quel point c'est facile de se rendre dans ce building-là de plusieurs façons. Mais c'est assez facile de le faire au PPG Paints Arena à Pittsburgh. D'ailleurs, Pittsburgh qui n'est pas une énorme ville non plus. Il y a tellement d'hôtels qui sont autour. Nous, dans notre fameux road trip, ce qu'on a fait, on est parti de Philadelphie. On a drivé, ouais. On a conduit de Philadelphie jusqu'à Pittsburgh, environ 4 heures de route. Donc, on est parti très, très tôt pour arriver très, très tôt pour le match, faire le tour de l'aréna également. Et on n'a pas dormi nécessairement à Pittsburgh. Alors, je n'ai pas de recommandation d'hôtel, mais si vous regardez autour de l'aréna, vous allez en avoir, honnêtement, pour tous les budgets. Que ce soit un Holiday Inn jusqu'au West Inn, ça se fait très, très bien à moins de 10 minutes de marche. Donc, de façon d'accessibilité. Puis, vous avez juste à traverser le pont aussi pour aller au PNC Park des Pirates également. Alors, si vous essayez de vous faire un petit week-end, là, balle, NFL, hockey, on est capable de jumeler tout ça, ce qui est très possible. Puis aussi de le faire de Philadelphie à Pittsburgh, ça se fait également. C'est très, très bien, comme je vous ai dit. Et notamment, de voir les deux équipes qui s'affrontent aussi, la bataille de la Pennsylvanie, ça en vaut la peine. Puis Philadelphie, ça, je vous le dis rapidement, c'est ma ville sportive préférée en Amérique du Nord à date. Alors, si vous voulez faire les deux dans le même week-end, ça se fait bien. Nous, ce qu'on a fait après le match des Pingouins, on a conduit quelques heures, on a dormi à l'extérieur de la ville, puis on a fini le trajet le lendemain pour revenir vers Montréal. Alors, ça se fait très, très bien à pied. Si vous êtes dans un hôtel qui sont autour de ça. Downtown est également très, très près, donc le centre-ville de Pittsburgh. Donc, une accessibilité pour les restaurants. Plusieurs bars également qui sont autour. En voiture, ça se fait très, très bien aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stationnements qui sont disponibles partout autour de l'aréna. Ils sont tous à peu près maximum à 5 minutes de marche, là. Donc, ça se fait très, très bien. Puis, il y a 3 stations de transport en commun qui sont autour. Il y a Union Station. Il y a celle que j'ai ici, c'est la First Avenue Station qui se fait également. Le Wood Street Station, donc, dépendamment des lignes que vous utilisez, dis-je bien, si vous séjournez un petit peu plus loin. Alors, je n'ai pas le choix. Je vais aller avec un gros 5 sur 5 sur la localisation. La localisation, c'est bien ça? Oui? OK, c'est ça. Parce qu'en anglais, on dit la location. Ça c'est pas la même affaire en français. Sur la localisation, donc, de cette aréna-là. Un gros 5 sur 5 pour commencer. Alors, ça commence très bien. Au niveau du design maintenant, pour un building qui a tout juste 14 ans, je trouve ça le fun de la façon qu'on l'a bâti. Il y a de la place partout. Moi, c'est un des points les plus importants pour moi. Partout où est-ce que tu circules, il y a de la place, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs des arénas de la Ligue nationale de hockey ou des amphithéâtres qu'on a. On se sent presque à certains endroits là, dans un amphithéâtre, dans un parc de balles, tellement il y a de la place pour circuler. Ce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de lounge également où est-ce qu'on peut consommer la nourriture qu'on achète ou des petits breuvages. Ça se fait très bien. J'aime ce qu'on fait aussi pour porter honneur au passé des Penguins de Pittsburgh également. Il y a les fameux lounges de betting qui se font également, donc des aires VIP, comme on va voir au Centre Bell bientôt. Mais surtout, tu as une vue sur l'extérieur de l'aréna. Vous pouvez voir nos images sur YouTube ou sur nos médias sociaux. D'ailleurs, allez vous abonner à notre Instagram, Les Visiteurs Podcast. Vous pouvez voir à peu près tout ce qu'on va filmer lorsqu'on est là-bas. Tu peux voir à l'extérieur ce qui se passe.
Ça, je trouve ça tellement intéressant d'avoir une vue sur la ville quand on est dans l'aréna et vice-versa. Je trouve que ça met une petite ambiance. Vous savez, j'en ai parlé au Minnesota. On a un peu ça à LA. De plus en plus, on a ça dans les buildings et on a vraiment poussé la note du côté du PPG Paints Arena de Pittsburgh. La boutique de l'équipe est immense, quand même assez à air ouverte, donc c'est pas une merveille de design, mais ça fonctionne très, très bien. Et également, les sièges qui sont ultra confortables. Je pense que je n'ai pas vu des sièges confortables comme ça dans beaucoup d'endroits dans la Ligue nationale, mais c'est le cas au PPG Paints Arena. Alors, je suis prêt à donner une cote assez haute au niveau du design. Vous savez que j'ai été assez élogieux dans certains buildings de la Ligue nationale et celle-ci aussi. Alors, je vais y aller avec un 4.1 sur 5 pour le design du PPG Paints Arena, pour l'ensemble de l'œuvre, dis-je bien. On va aller tout de suite à notre ami Georges qui, lui, a joué là-bas. Vous allez voir des très, très belles anecdotes à nous raconter avec ses anciens coéquipiers de ce que c'est de jouer à Pittsburgh. Alors, vous allez pouvoir vous imprégner exactement de ce que c'est être un athlète. Première partie, parce qu'on en a un autre après, dans la ville de Pittsburgh. Voici Georges Laraque. Les visiteurs, le podcast. Georges, je te ramène dans les visiteurs parce que tu as joué à Pittsburgh. Puis tu as joué avec pas la moitié des coéquipiers non plus. Tu sais, quand tu as été là très, très peu de temps, mais tu étais là, Crosby, Le Temps, Malkin, Fleury, Witt aussi de Spittin' Chicklets était là. Ryan Malone, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais d'abord, la ville de Pittsburgh, toi qui étais à Edmonton, as-tu vu des ressemblances entre ces deux villes-là? Comment tu as apprécié, le barn là-bas, l'ambiance, les gens également? Parle-nous-en un petit peu. Là, on s'entend que jouer à Pittsburgh, l'ambiance et tout, c'est à cause de Crosby. Crosby a sauvé la ville de Pittsburgh. Si Pittsburgh ne gagnait pas le repêchage en draftant Crosby, 2005, ouais. c'est terminé. Et Crosby a fait en sorte qu'à l'Arena, l'atmosphère, tout, c'était incroyable. C'est sûr que l'Arena, quand j'ai joué là, il était temps qu'il y en ait une nouvelle, parce que c'était une vieille Arena, mais l'atmosphère, c'était incroyable. Puis je me souviens, quand je me battais là-bas, c'était électrifiant. Puis, tu sais, la bataille de la Pennsylvanie, quand je me battais contre les joueurs des Flyers, c'était fou dans les estrades. Puis, la grosse différence, par contre, avec Pittsburgh versus Edmonton, c'est qu'il y a des coins qui sont beaucoup plus dangereux. C'est dangereux, Pittsburgh. Certains coins, si tu sais pas où que tu vas. Puis il y a des bars, je me souviens, on est déjà allé dans des bars qu'à côté, il y avait des shootings dans d'autres bars qui étaient là. Oh boy. Il y a une place pas loin de chez nous où je mangeais, qui a un pont. Puis à chaque semaine, il y a quelqu'un qui se pendait sur ce pont-là. C'est vraiment rough. C'est vraiment... Il y a des endroits qui sont rough. Puis j'ai travaillé beaucoup à Pittsburgh. J'ai gagné le King Clancy à Pittsburgh, qui est le trophée pour le plus de dédication sur la glace et en dehors de la glace. Ouais. Parce que je faisais beaucoup d'œuvres caritatives là-bas. J'étais vraiment impliqué énormément à Pittsburgh. Puis pour moi, c'était quelque chose qui était super important parce qu'il y avait beaucoup de minorités visibles à Pittsburgh. Puis je voulais avoir un impact pendant que je jouais là-bas. Toute une ville de sport. D'ailleurs, tu as 3 sports majeurs qui sont implantés là-bas. Il y a Max Talbot qui disait qu'il y avait beaucoup de synergie d'ailleurs entre les différentes organisations, avec les Steelers, les Pingouins et les Pirates également. As-tu eu l'occasion de sentir ça dans ton peu de temps là-bas? Écoute, en passant, je vais juste enlever le ringer. OK, désolé. Le téléphone de Georges n'arrête jamais, mesdames et messieurs. Je travaille. À Pittsburgh, ce qui est le plus fun, c'était le football. Aller voir les Steelers. Puis les joueurs des Steelers, tu sais, grosse amitié avec moi tout le temps. Tu étais l'homme fort, je suis noir, je suis gros comme eux, j'ai l'air d'un joueur de football. Fait que c'était parfait, tu sais. Fait que j'ai été voir des games des Steelers là-bas, c'était incroyable. Puis vraiment, tu sais, ça, c'est un endroit que si tu ne cheers pas pour les Steelers, ne mets pas un autre chandail de la NFL ou check bien la section où ce que t'es si tu décides de faire ça. Parce que ça peut être rough. Tu parles à un fan des Ravens qui est le pire ennemi. J'aimerais vraiment ça y aller par contre. Puis je suis pas mal certain que je pourrais mettre mon pyjama des Ravens que tu as déjà vu puis m'en tirer quand même. Ouais, je te dis, Greg, si tu fais ça, tu sais comment que je t'aime puis comment que je suis tough, je pourrais rien faire. Je pourrais rien faire. Pogne des assurances vie parce que je te dis, le monde t'attendrait puis pas à peu près. Parle-moi de Sidney Crosby maintenant. Je pense que tu as développé une belle amitié avec lui là-bas. Oui, mais tu sais, Crosby, c'était tellement un bon exemple. Le gars travaillait tellement fort. Quand on jouait là-bas, il n'y avait pas de pratique optionnelle parce qu'à chaque fois qu'il y a une pratique optionnelle,
il allait sur la glace. Fait que là, tous les joueurs, les vétérans les plus vieux, on était comme, hey, si Crosby va sur la glace, c'est une pratique optionnelle, il faut qu'on aille sur la glace aussi. Fait qu'on pratiquait tout le temps. Parce que s'il embarquait sur la glace, on checkait toujours, il va-tu y aller? Si le meilleur joueur au monde va sur la glace, il faut qu'il y aille aussi, tu sais. Comment qu'on peut justifier qu'on pratique pas, puis le meilleur joueur au monde, lui, il pratique? Puis tu sais, c'est vraiment incroyable de le voir, comment il est compétitif, comment il veut toujours gagner. Mais une anecdote avec lui qui est assez marquante quand on parle d'amitié avec un joueur ou un autre, parce que j'étais quand même son protecteur, c'est que quand mon contrat était fini à Pittsburgh, puis là, je devais... T'sais, tout le monde savait que quand j'allais être agent libre, j'allais avoir l'embarras d'équipe que je voulais aller parce que à ce moment-là, j'étais reconnu comme le meilleur de la ligue, pugilistique et hockey aussi, dans les deux sens. Et Crosby est venu me voir et il a dit, Georges, je sais que tu vas avoir beaucoup d'offres et tout ça, mais je te jure, si tu signes avec nous autres, d'ici 3 ans, on gagne la Coupe. Parce que, tu sais, on venait de perdre en finale de la Coupe contre Détroit. Puis là, je l'écoute, je dis, OK, finalement, je signe avec Montréal. L'année d'après, il gagne la Coupe. Ça t'a fait sentir comment, ça? Je l'avais dit, Big. C'est comme... Tu sais, j'ai perdu en 2006 avec les Oilers contre la Caroline. Perdu en finale avec les Pingouins contre Détroit. J'ai une Coupe Memorial, mais j'ai jamais gagné la Coupe Stanley. Je peux pas dire que c'est un regret parce que j'ai eu plein de belles histoires en venant jouer à Montréal. Ça t'a amené beaucoup de venir jouer à Montréal. Oui, ça m'a amené beaucoup. Fait que je peux pas venir avec regret de dire que j'aurais dû rester là-bas. Je regrette jamais le passé. J'ai joué 13 ans dans la Ligue nationale. Fait que je peux pas dire que j'aurais dû. Non, ça fait comme me montrer à quel point ce gars-là, c'est un gamer. Puis quand il dit quelque chose, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand tu vois à quel point pour lui la Coupe Stanley c'est important, là, il le savait. 13 ans gagne la Coupe, l'année d'après, il la gagne. Il est incroyable. Oui. Justement, quand vous avez perdu cette Coupe Stanley-là, c'est quoi l'ambiance dans un vestiaire? Y a-tu un party à la fin de la saison quand même où chacun s'en retourne chez eux puis c'est pizza, popcorn, tout seul devant la télé en train de pleurer? Okay. Comment ça se passe? Fait que là, en passant, cette année-là qu'on a perdu en finale de la Coupe, c'est là qu'on avait été chercher Gary Roberts. En passant, une des meilleures 4e ligne de l'histoire. Maxime Talbot au centre, moi puis Gary Roberts, ses alliés. Je veux te dire que ça brassait, pas à peu près. Mais quand on a été éliminés, finalement, on fait toujours un party tout ensemble avant de s'en aller l'été puis se dire bye. Puis moi, quand tu me connais, je parie toute l'année sur des niaiseries. N'importe quoi que les gars, je suis capable de faire ça, je peux faire ça. D'ailleurs, à ta minute, Georges, si vous n'avez pas écouté l'épisode de Spittin' Chicklets, que Georges est dans l'épisode, il y a tellement d'anecdotes et Whit en parle à Georges de ça. T'es tellement fatigant de tout le temps être en train de donner des défis à tout le monde puis de gager sur tout. Bref, allez écouter ça en anglais, bien sûr. Fait que moi, je parie toujours sur tout le monde puis sur n'importe quoi. Puis là, Ryan Malone, qui est Bugsy, son surnom, il est avec nous autres, un attaquant avec nous autres, puis lui, il boit beaucoup, puis là, on se taquinait puis tout. Puis là, finalement, il me challenge dans un concours de Jägermeister, des shooters de Jägermeister. Mon breuvage préféré. Fait que là, il me challenge là-dedans, je dis, c'est sûr, je te bats, je l'appelle lightweight, puis tout ça, puis j'ai ri de lui, OK? Là, tous les gars dans l'équipe, j'ai dit, Georges, t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas te challenger, t'as aucune chance de gagner. J'ai dit, vous me connaissez pas, je vais mourir avant de perdre. Fait que là... Ça on le sait. Cette partie-là, on la connaît. Fait que là, toute l'équipe est là, on se retrouve on se trouve dans un bar, une bouteille de Jägermeister qui est là, shooter chacun. Puis là, on commence. Tu sais, tout le monde est là. Fait que là, on prend un shooter, un après l'autre. Première bouteille est finie. On s'en va dans la deuxième bouteille. Je te dis, on a une grosse bouteille, là. Deuxième bouteille, shooter, un après l'autre. On s'en va à la troisième bouteille. Ben oui, on a. Je te dis, là, à commencer la troisième bouteille, là, ça va pas. Là, je commence à être étourdi. Puis, je vois plus clair. C'est comme... Là, à un moment donné, je commence à ralentir. Puis il dit, ah ouais, George, tu sais, come on. Puis là, je suis comme... Là, je peux plus. Écoute, je peux plus. Là, je suis comme... Je vois pas clair, je suis étourdi, ça va pas bien. Là, je peux pas. Oublie ça. Là, j'abandonne, puis là, il rit. Tout le monde, tout le monde rit de moi, puis tout. Puis là, Malone, il est comme... Il rit de moi, lightweight, puis toutes ces choses-là. Bref. Gary Roberts puis Kobe Armstrong me prennent par les épaules pour m'amener dans mon condo, parce que j'étais dans le même condo que Gary Roberts. Mais on ne vivait pas ensemble, mais c'est le même condo. Pendant qu'il m'amenait, je titubais tellement dans la rue
que j'ai rentré dans des chars qui étaient stationnés, puis je poquais des chars, puis j'arrachais des petites... tu sais, les miroirs là, sur le côté, parce que je rentrais dans tout. J'ai poqué à peu près 3 chars en allant dans mon condo, puis j'étais fini, là. Les gars qui m'ont conté ça. Ils m'ont amené dans mon condo, puis là, moi, je me souviens de rien, OK? Ils m'ont amené là, ils ont pris les clés toutes, puis ils savaient l'appartement que j'étais dedans, Gary, par son même building, puis là, finalement, ils me laissent là. Le lendemain, Gary vient me checker, je suis où? Tu sais, voir, je suis correct. Parce qu'il a gardé ma clé toute quand ils m'ont rentré. Je suis pas là. Je suis pas dans la chambre. Là, il capote un peu, tu sais. Tout le monde capote. Finalement, je ne sais pas comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais avec une fille dans une autre chambre, tu sais, dans un autre condo, dans le même building. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là, mais j'étais avec une fille qui était là. J'étais tout nu avec une fille dans une autre place. Comment que ça peut arriver? C'est comme des films. C'est impossible. Je la connais même pas. C'est la version hockey du film à Vegas, là. Je comprends pas comment je me suis rendu là. J'ai aucune idée. Puis là, je me réveille. La fille, elle est là. Puis là, je suis comme... Je sais même pas c'est qui. On est tout nus les deux. Fait que je me rhabille puis tout. J'ai une boîte vocale. Un message à 5 h du matin. C'est Bugsy qui me laisse un message. George, come to the bar. Il est encore en train de boire. 2 bouteilles et demie de Jägermeister. Le gars est en train de boire. Il dit, come to the bar. Moi, je suis knock-out. Je me réveille le matin. Là, je rassure Gary, tout le monde. Là, je me suis retrouvé dans une autre place. Je sais pas comment je me suis fait pour me rendre là. J'ai aucune idée. Fait que c'est l'anecdote la plus folle, pour vrai, qui m'est jamais arrivée dans toute ma carrière dans la Ligue nationale. Je savais pas, Georges. Et tu sais, tu m'as partagé beaucoup de tes anecdotes. Ça fait longtemps qu'on est amis et qu'on se parle souvent. Je savais pas que tu avais vécu cette version hockey du film The Hangover, lendemain de veille. Je suis surpris d'apprendre ça, genre. Ah non, je te surpris dis, d'apprendre ça. Je te dis, puis là, je bois plus, là, de toute façon, tu sais. Ça, c'est un challenge que j'ai fait. J'ai jamais vraiment aimé l'alcool, même pendant que je jouais, mais c'est juste que là, c'est un challenge. Mais pour vrai, des fois, j'essaie de penser à comment c'est arrivé, puis je comprends pas encore comment que j'ai pu me rendre là. Ben, il manque une partie de l'histoire, là, tu sais. Oui, mais c'est ça, mais Gary Roberts, j'ai blacké out. Chez toi, dans ton lit, puis le lendemain, t'es plus là. C'est vraiment quelque chose. Je suis plus là. Fait comment je suis parti? Je dois être parti. Comment je suis parti? Comment je me retrouve tout nu dans un autre lit? Comment... Je sais pas comment l'expliquer. Georges, t'es comme une boîte à surprise. T'as une dernière anecdote. Je sais que Marc-André Fleury, puis là, ça a été vu récemment, ce qu'il a fait notamment avec la voiture de Brandon Dumaine, bref, Brandon. As-tu eu l'occasion d'en faire un ou de voir des coups que Marc-André faisait comme ça à Pittsburgh? Pas tant que ça. C'est pas mal plus moi qui en faisais des coups. Est-ce que c'est toi qui as mentoré Marc-André Fleury à faire des coups comme ça? Ben, je sais pas. Je peux pas te dire que je l'ai mentoré, mais je peux te dire que le gars était assez comique lui-même. Mais je vais t'en compter un que j'ai fait, OK? Ça, c'est vraiment... Ça, c'était le 1er avril. Moi, je suis toujours un gars qui joue toujours des tours, puis tu sais, je ris, je crie. Tu sais, comme je suis à la station, j'ai toujours été comme ça. Toi? Tout le temps été de moi. T'es-tu sérieux? Oui. Là, le 1er avril, j'ai eu comme une idée, OK? Ça, c'était juste avant les séries. Ça, c'est justement notre run qu'on a perdu en finale de la Coupe contre Détroit. Ouais. Je pense à quelque chose, tu sais, pour rallier l'équipe pour le 1er avril. Fait qu'on est le 1er avril, on est dans la chambre, toute l'équipe. La pratique est terminée. Puis là, les joueurs rentrent dans la chambre, OK, tranquillement. Puis là, quand tous les joueurs sont rentrés dans la chambre, moi, j'arrive dans où est-ce que je m'assis. Puis là, il y a une photo d'un singe qui est où est-ce que je suis assis. Je pogne la photo, je crie « Qui a fait ça? Tabarnane, qui a fait ça? » Puis là, je crie aux médias « Sortez de la chambre! » Tous les médias sortent. Puis là, parce qu'il y a un scrum, les médias qui parlent aux joueurs. Je dis « Sortez tous de la chambre! » Là, les médias sortent. Puis je me prends la photo du singe, puis je fais le tour du vestiaire, je dis « Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est un manque de respect. » Puis les gars sont comme « What the fuck? Qui a fait ça? Ça n'a pas de bon sens. » Puis là, je suis choqué, puis je montre la photo à tout le monde. Là, les gars étaient comme « Ça n'a aucun bon sens que quelqu'un ait fait ça, tu sais. » Fait que là, moi, je suis comme choqué, je dis « Je me bats, je vous défends toutes. » Puis là, comment vous pouvez me manquer de respect comme ça, du racisme comme ça? À un moment donné, Kobe Armstrong, il dit « C'est moi qui ai fait ça. » Puis là, je commence à gueuler à Kobe. «
pourquoi t'as fait ça? C'est quoi le rapport? Puis il dit, c'est juste une joke. Je dis, c'est pas une joke, c'est pas... Non. On commence à s'engueuler de même. Puis après ça, Kobe, il dit, c'est pas comme si je t'avais traité de nègre. Quand il dit ça, là, le monde, il crie, what the fuck, Kobe? Puis je saute dessus. Je saute sur Kobe à terre. Puis là, il y a un scrum. Tous les gars sautent dans le tas. Puis le monde dit, what the fuck, Kobe? You fucking idiot. Tu sais, le monde crie après. Puis Gary Roberts, il me tient. Il dit, come on, George. Do it for the team. Playoffs coming. Come on, George. Do it for the team. Gary Roberts panique, il dit ça. Ben là, les coachs, est-ce qu'ils sont là? Non, les coachs sont pas là. OK. Là, pendant que Gary Roberts s'était tellement levé, je dis, April Fools, poisson d'avril. Puis là, les gars, c'est tellement intense que les gars sont comme, what? Puis Gary Roberts, pendant encore 10 secondes, il est là, come on, Josh, do it for the team, do it for the team. Puis là, je dis, April Fools. Là, finalement, quand il réalise, c'est un poisson d'avril, c'est une joke, là, il est en tabarnak, puis il s'en va, il est comme gêné, tu sais, il s'en va. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'avec Kobe, on s'est entendu. Lui, il avait fait la photo, puis tout le scénario, tout. Moi, puis lui, on s'est entendu, mais on n'a dit à personne. Puis les gars, ils disent aujourd'hui, là, si tu vois n'importe qui des Pingouins dans ce temps-là, demande à Ryan Whitney, Crosby, Fleury, tout le monde, c'est le meilleur April Fools de leur vie. Ça a marché, le monde a mordu, tout le monde capotait, tout le monde était comme, ils sont passés du notre équipe est finie à oh my God, c'est un malade. Fait que tu sais, c'est le genre d'intensité de joke que j'ai fait, puis les gars s'en souviennent encore aujourd'hui. C'est incroyable. D'ailleurs, j'allais plus loin que ça. Quand Jarkko Ruutu, il a conté cette anecdote-là parce qu'il a écrit un livre, il a mal compté, il a fait mal paraître Kobe, il a failli perdre sa job à Sportsnet. Il a fallu que je parle à Sportsnet pour dire que non, c'était arrangé, puis c'était une joke par moi, pour qu'ils comprennent qu'il n'était pas raciste. Parce que comment qu'il a compté Ruutu dans son livre, il a compté cette April Fools-là, il l'a pas compté comme il faut, fait qu'il a mal fait paraître Kobe alors que c'était mon idée de A à Z. Incroyable. Ouais. Je sais pas laquelle de tes deux anecdotes pour toi qui est la plus intense, mais tu me connais. On va laisser les auditeurs voter là-dessus. Nous donner les commentaires. Laquelle des deux anecdotes à Georges vous préférez? Georges qui a joué une saison à Pittsburgh seulement? Saison et demie. Une saison et demie à Pittsburgh seulement et qui a des anecdotes jusqu'à demain matin à nous raconter. Merci Georges. Merci. Les visiteurs, le podcast. OK, l'ambiance. J'ai été un peu déçu de l'ambiance qu'on a eue là-bas. Vous savez qu'on a vu plusieurs arénas dans lesquelles on fait des très, très gros efforts pour faire réagir la foule, notamment. Tu sais, les activations de foule, la mascotte, la façon qu'elle est impliquée. Là, vous allez me dire, Greg, tu ne vas pas juger un aréna sa mascotte. Non, mais ça fait quand même partie. Tu sais, quand tu regardes ce que Gritty fait à Philadelphie, notamment, Bailey à Los Angeles, Youpi à Montréal, tu sais, on implique beaucoup les mascottes pour mettre un petit peu d'ambiance. Puis je trouve qu'on aurait peut-être pu avoir un peu plus cette touche-là à Pittsburgh qui était somme toute assez répétitive. Tu sais, t'as un mascotte qui fait sur un tambour. OK, c'est beau, mais tu sais, pour moi, j'aimerais ça en voir plus. Et il n'y a rien qui m'a marqué dans cette aréna-là en termes d'ambiance et d'activation qu'on a fait. Alors ça, le bas blesse un peu. Je l'ai dit, le match était un dimanche après-midi contre Philadelphie, donc la bataille de la Pennsylvanie, en pleine course aux séries éliminatoires. Le match s'est terminé 7-6, puis on n'a pas eu, à mon avis, de grosses... je sais pas, il y a comme rien qui... Imaginez un peu ce même contexte-là à Edmonton, à Nashville, au Centre Bell, par exemple. Le toit aurait explosé du building. Même s'il y avait beaucoup de Flyers suck qu'on avait à la fin. On en avait... Mais ça, c'est à peu près standard dans la Ligue nationale. Malgré tout, les fans sont très engagés. Et c'est un building, le fun... et qui, tu sais, ça sent le hockey comme environnement, et c'est normal, c'est Pittsburgh. Mais de ce qu'on me dit, avec l'ambiance qu'il y a aux Steelers, par exemple, ou qu'on peut avoir quelques fois au match des Pirates, je me serais peut-être attendu à un peu plus que ça. Peut-être que c'est de ma faute. J'avais peut-être des attentes un petit peu trop élevées, mais je vais devoir y aller avec un 3.8 sur 5 au niveau de l'ambiance à Pittsburgh.
Cela étant dit, tout de suite après le match, on a pu s'entretenir avec Christopher Le Temps, que vous connaissez, pas besoin d'introduction. Ce défenseur qui est une légende de l'équipe, qui a pu nous parler à la fin du match. On va aller l'écouter tout de suite. Avec Christopher Le Temps, la suite de ce match de fou-là, la bataille de la Pennsylvanie. Tu en as vécu pas mal dans ta carrière de ces batailles-là de la Pennsylvanie. Est-ce que c'est un classique instantané aujourd'hui? Oui, surtout avec le classement en ce moment. Les Flyers sont en avant de nous, mais ils ont beaucoup de matchs en main, donc c'est des matchs qui sont importants, c'est des matchs de 4 points. Puis dans ma carrière, j'en ai joué énormément. Là. Il y a des années, on jouait 8 fois contre les Flyers, donc on a eu une couple de petites batailles de la Pennsylvanie, comme on dit. C'était un petit peu spécial ou après toutes ces années-là, on est rendu habitué de cette rivalité-là entre les deux? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une petite rivalité, mais en même temps, en ce moment, je dirais que le fait que eux autres aussi se battent pour une place en série, ça rajoute un peu. Puis est-ce que ça rajoute encore plus d'avoir compté le but gagnant dans ce match-là qui est complètement fou? Ouais, non, ben c'est tout le temps le fun de participer au pointage. C'était pas le plus beau, mais il comparait, donc c'est le fun de contribuer offensivement puis d'avoir été chercher cette victoire-là. Merci Christopher, très apprécié. Alors, vous voyez, pas beaucoup de commentaires, mais si vous doutez de la compétitivité de Christopher Le Temps, en dedans d'1 minute 15 d'entrevue, il nous a parlé 3 fois des séries éliminatoires et il n'a jamais parlé d'à quel point d'accomplissement personnel ou quoi que ce soit. Il a compté le but gagnant dans ce match-là, ce qui était quand même très, très cool aussi à vivre là-bas. Donc, voilà pour les commentaires de Christopher Le Temps. Les visiteurs, le podcast. On a entendu parler d'un des sandwichs fameux qu'il y a à Pittsburgh où est-ce qu'ils mettent les frites dedans. Une des places qui servent ça, c'est le Primanti Bros qu'on peut avoir ici au PPG Paints Arena. On va prendre une petite bouchée, voir ça a l'air de quoi. On a le sandwich, j'ai pris celui au Capicole. On peut avoir le Pittsburgher. Regardez-moi ce sandwich-là, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. En partant, le pain n'est pas cuit, c'est un petit peu bizarre. Un petit peu sec. La salade de choux dans le burger. Avant de passer à Max Talbot, qui a aussi des belles anecdotes à nous raconter, la bouffe. Ce qui, vous savez, est le point le plus important pour votre humble serviteur qui vous parle présentement. J'ai été très surpris de voir la variété de bouffe qu'on avait au PPG Paints Arena. Et il y a vraiment un effort qui est fait pour donner une saveur locale. Vous savez aussi à quel point c'est important pour moi, mais aussi plein d'options. Là, je vous donne par exemple ce qu'on peut avoir sur un menu. D'ailleurs, il y a un restaurant qui s'appelle Burgatory, où est-ce que, si vous allez sur les médias sociaux, vous allez voir une vidéo que j'ai tournée, un sandwich, une espèce de sandwich au pastrami ou au smoked meat, ou peu importe. On met des frites dans le sandwich. C'est comme une tradition à Pittsburgh. Le restaurant s'appelle le Burgatory. C'est au premier niveau, au niveau 100. Et on peut avoir beaucoup de barbecue également, donc des sandwichs au beef brisket, des sandwichs au pulled pork, par exemple, des plateaux de tout ça, des nachos, la saucisse, tout le reste. Et les classiques frites et les fameux doigts de poulet, les chicken tenders. Mais également, je vous donne, tu peux acheter des salades de fruits, des salades, tu as des chips maison qui sont là, des wraps à la dinde. T'sais, honnêtement, tu n'es pas obligé de te faire un party de calories puis de mal manger. Remarque que ça fait partie du sport puis qu'on aime ça des fois, mal manger, puis c'est bien correct. Il y a du sushi qui est disponible également. Et dans les différents, les clubs Captain Morgan, les KeyBank Club aussi, il y a des restos un petit peu plus haut de gamme là, qu'on va avoir. Donc, des sandwichs de spécialité de chef, par exemple, et un fameux restaurant qui s'appelle Meat and Potatoes, qui est un gros steakhouse, à Pittsburgh, ont leur fameuse Poutine House. Alors, une poutine qu'on nous sert là-bas. Moi, j'ai beaucoup aimé la bouffe là-bas. Est-ce que le sandwich que j'ai goûté était, par exemple, aussi bon qu'à Nashville? Non. Puis, dans la comparaison entre les deux, tu sais,
oui, tu peux varier ce que tu offres, mais est-ce que vraiment, dans l'exécution de ça, la bouffe goûte bonne, on est heureux avec ça? Je pense qu'il y a un bel effort et je vais donner un beau 4.3 sur 5, c'est ma note. Donc, c'est une note qui est très élevée, avec raison. On a beaucoup de choix. C'est intéressant aussi. Je veux dire, on peut explorer. Là. Tu peux avoir littéralement des billets de saison, pas manger la même affaire pendant plusieurs matchs, puis essayer tout ce qui se passe là-bas. Encore une fois, on a de la place aussi pour manger. Ça vient dans le design. Ça reste intéressant, selon moi. Et ben voilà, pour la bouffe au PPG Paints Arena, 4.3 sur 5. Je pense qu'on va avoir, somme toute, une bonne note pour cette arena-là. Avant de passer avec les prix et la note finale, passons tout de suite à une légende des Pingouins, Max Talbot. Les visiteurs, le podcast. Ici au Québec, on ne peut pas penser à Pittsburgh sans penser à Max Talbot qui est avec nous, la légende du match numéro 7 de la Coupe Stanley. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, Greg? Ça va bien. Merci de prendre le temps avec nous autres. Encore une fois, je veux dire, félicitations pour l'ensemble de ta carrière. Quand on parle de ça, on est ici pour parler de Pittsburgh, parler de la ville. C'était comment vivre là-bas, évoluer dans cette organisation-là qui est iconique là, dans la Ligue nationale. Ce match numéro 7-là va toujours ressortir comme étant un fait saillant de ta carrière, sinon le fait saillant. Quand tu regardes ton temps à Pittsburgh, est-ce que pour toi, c'est le moment dans l'organisation qui revient tout de suite quand je te parle de tes meilleurs souvenirs, par exemple? Oui, c'est certain. Écoute, j'ai eu la chance dans une carrière de la Ligue nationale là, de 11 ans quand même. Puis, j'ai joué 6 ans à Pittsburgh. Fait c'est là que j'ai passé la majorité de ma carrière. Puis, certainement, d'avoir gagné fait que ça a été mes plus beaux moments. Puis, non seulement gagner, mais l'époque à laquelle j'y étais, la première année de Sidney Crosby, c'était ma première année. J'ai joué avec Mario Lemieux. Aussi, c'était sa dernière saison. Puis tous les joueurs qu'on a grandi ensemble de Wilkes-Barre jusqu'à 4 ans après, 5 ans après, gagner une Coupe Stanley. La façon que ça s'est fait, c'est difficile à topper. Là. Donc, oui, Pittsburgh, c'est ma deuxième maison. J'étais là récemment pour la retraite de Julia Jagr aussi, puis je me promène en ville, puis j'ai vraiment vécu des beaux moments là-bas, puis je me sens chez nous quand je suis là-bas, puis c'est spécial. On a l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de joueurs qui passent par Pittsburgh. On dirait que c'est une ville spéciale dans le paysage sportif nord-américain. Toutes les équipes qui portent le noir et gold, en fait, c'est noir et jaune sur les chandails, mais en réalité, dû au drapeau de la ville. Es-tu capable de mettre le doigt sur ce qui rend cette ville-là aussi spéciale, notamment avec leurs équipes sportives, mais en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, moi, de mon côté, ayant une grande expérience d'à peu près 24 heures dans cette ville-là, mais toi qui as vécu si longtemps. Oui, bien, c'est une ville de passionnés, hein, puis c'est une ville de travaillants. Fait que les gens de Pittsburgh respectent beaucoup les blue collars qu'on appelle là-bas, les gens qui vont travailler, les cols bleus, puis sont très, très fiers de leur équipe. C'est drôle parce que je fais souvent l'analogie je prends, admettons, Montréal, peut-être Philadelphie, une ville de passionnés qui ont quand même de la pression, puis qui sont là, on est derrière notre équipe. Quand on gagne, on est wouh! Puis quand on perd, on peut être quand même très dur avec les joueurs. Comme là, je sais qu'à Montréal, on a de la reconstruction, donc on leur donne plus de temps, puis c'est parfait. Mais quand tu es supposé de gagner, les gens, les médias, les fans sont critiques. Donc, Montréal, Philly, puis je prendrais peut-être plus la ville de Québec, la comparer à Pittsburgh. Pittsburgh, c'est un gros village où, tu sais, les 3 sports, les athlètes, on se croisait souvent. C'est pas si gros, puis les gens sont très passionnés, puis ils ont peut-être plus une... Tu sais, gagne-perd sont là, puis les médias aussi sont moins difficiles envers l'équipe. Ils vont toujours leur donner un petit peu plus. Là. Ils vont les aimer, puis tu ressens l'amour, puis même quand il faut être critique, ils vont utiliser des moyens de rendre ça parfois quand même joli. Oui, tu as de la pression, tu la ressens moins. Donc,
je te disais, Pittsburgh, par rapport à leur équipe, c'est comme ça que la relation qu'ils ont avec leurs fans. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de spécial. Tout est très, très près. Hein. Tu sais, as le stade de balle, de football, de l'aréna. Tu peux lancer une pierre quasiment sur les trois, là, j'exagère. Mais c'est proche. Puis, tu sais, tu as quand même beaucoup de succès. Là. On a été chanceux là, pendant que j'étais à Pittsburgh en une Coupe Stanley. J'ai vu 2 Super Bowls aussi. Les Pirates, c'est toujours un petit peu plus difficile là, à cause de leur propriétaire, mais quand même. Une ville de sport, passionné. Puis moi, j'adore ça quand je vais là-bas. Là, on parle de la ville, puis on va revenir sur les Pingouins spécifiquement, puis les 2 arénas dans lesquels tu as eu l'occasion de jouer, mais c'est quoi? C'est très, très rare qu'on peut avoir un joueur de la Ligue nationale, par exemple, qui joue pas trop loin d'une équipe de la NFL dans la même ville, puis que l'équipe elle gagne en même temps. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'unique là, que tu as vécu là. Est-ce qu'on sent une méga grosse proximité, par exemple, avec une équipe de la NFL? Est-ce qu'il y a des synergies qui se font avec l'organisation à ce moment-là? Bien, quand même, moi, écoute, présentement, là, un des hauts placés dans l'organisation des Steelers, c'est David Morehouse, qui a été une des raisons pourquoi l'organisation est restée à Pittsburgh. Ils ont été capables de bâtir une aréna. C'était le bras droit de Ron Burkle, qui était l'ancien propriétaire des Pingouins. Donc, lui, il est passé aux Steelers maintenant. Si je prenais les exemples concrets, moi, lorsque je jouais à Pittsburgh, j'habitais dans le quartier qui s'appelait Southside, qui est un quartier qui brasse quand même beaucoup. J'étais un jeune, on s'amusait. Puis, j'avais acheté une maison, un townhouse, qui avait 2 appartements, 2 côtés au townhouse. Puis, l'autre propriétaire du townhouse, c'était le left guard des Steelers. Fait que ça tombait que souvent, ils utilisaient les spots de parking pour eux. Ils font la fête pas le dimanche soir, mais le lundi soir parce que c'est le mardi qu'ils ont le congé. Là, les gars venaient se parquer chez nous. Puis, on sortait quand même aux mêmes places. On se voyait. Il fallait que j'appelle Roethlisberger de m'emmener parce que, justement, il était parqué dans... Moi, je ne peux pas aller à ma pratique le matin parce qu'il était parqué dans mon entrée. Il y a une proximité. On n'était pas les meilleurs buddies, mais il y a quand même... Même genre l'équipe de baseball, là, quand on a gagné la Coupe Stanley, on a amené la coupe au stade de baseball. Puis, il y a plusieurs joueurs de baseball qui sont des fans de hockey. Donc, c'est un gros village. Est-ce que c'était pas à ce moment-là, puis là, c'est peut-être un peu flou dans ma mémoire, mais qu'il y avait eu quelque chose qui s'était fait quand vous avez amené la Coupe Stanley aux Pirates de Pittsburgh, puis Sidney Crosby avait comme fait une pratique au bâton, puis qu'il avait cogné un coup de circuit, je pense. Est-ce que c'était à ce moment-là? Ben là, tu mélanges 2 choses, mais c'était pas à ce moment-là, mais oui, Crosby est déjà dans le batting practice, à battre, claquer des circuits, parce qu'on y allait des fois en début de saison, là, donc... ouais, ça, c'est assez spécial aussi, là, tout un athlète. Effectivement. Max, je l'ai dit, en fait, tu as joué dans 2 arénas parce qu'avant, c'était le Mellon Arena. Puis il y avait tout cette. Au moment où est-ce que tu es arrivé, tu as parlé de cette incertitude. On l'oublie maintenant avec tout le succès que la franchise a connu dans les 20 dernières années. Mais il y a un petit peu d'incertitude. On se demandait qu'est-ce qui se passait avec le building. Là, Mario Lemieux revient au jeu. Sidney Crosby arrive. Tu arrives et toute cette dynastie-là, si on veut, où ce succès des Pingouins a commencé. Pour toi, d'arriver à Pittsburgh dans ce moment spécial-là, est-ce que, la question est peut-être bien niaiseuse, là, mais est-ce que tu savais que tu faisais partie de quelque chose de spécial qui commençait à se bâtir? Oui et non. C'est difficile pendant que tu es dans le moment de se dire, OK, c'est vraiment... On va gagner, c'est sûr. Parce que tu mets tout ce beau monde-là ensemble puis tu gagnes pas, ça fait un peu comme les Oilers depuis que McDavid est là. Non, mais tu comprends, tant qu'il ne gagnera pas, c'est toujours une déception après déception. La même chose pour les Maple Leafs. Fait que tu peux penser que tu es dans quelque chose de spécial, mais tant que tu ne gagnes pas, c'est bien beau, on avait quelque chose de spécial, mais le but de jouer au hockey dans une équipe professionnelle, c'est de gagner la Coupe Stanley. Fait que, jusqu'à temps que tu la gagnes, tu le ressens que tu es dans une ère spéciale parce que chaque année, tu as une chance de gagner parce que tu es avec le meilleur joueur de la Ligue nationale, tu as Malkin, tu as Fleury. Ils ont perdu quand même assez longtemps pour avoir des méchants bons choix au repêchage qui ont fait justement Malkin, Stahl, puis Sid, les 3 premiers centres. C'est dur à topper, là. Après ça, tu as le temps, tu as Horpick, tu avais Whitney en 2008.
on avait beaucoup de choix de première ronde. Donc, oui, tu sais que tu es dans quelque chose de spécial. Tu veux pas que ça se termine. Puis, en même temps, tu regardes les Pingouins, je te dis, j'ai été récemment, puis tu peux ressentir que ça commence à être dans une pente descendante. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire qu'ils ne feront pas les séries cette saison? Pas encore. Oui, il reste quand même 29 matchs, là, je pense, là, 28 matchs. Donc, il y a encore du temps. Mais pendant que tu es dedans, tu sais que c'est spécial, tu en profites, puis tu espères gagner. Puis malgré ça, tu dis les fans sont toujours au rendez-vous. Maintenant, sont dans. Parle-nous de l'ambiance qui est maintenant au PPG Paints Arena, dans lequel tu as eu la chance de voir cette ouverture-là. Et c'est pas à tous les jours là, qu'on voit une transition qui se fait en deux buildings dans une même équipe. C'était comment de changer ta routine, d'arriver dans ce nouveau building-là et de participer à ce renouveau dans l'organisation? Ben, sur 6 ans, moi, avec les Pingouins, j'ai été 5 ans dans le Mellon. Fait que j'ai fait partie de l'ouverture du console dans le temps. Maintenant, c'est le PP Paint Arena, là, PPG Paint. Mais c'est super. Ça amène l'énergie, changer de building comme ça. Ça amène, tu sais que les propriétaires sont derrière toi, que la ville derrière toi, parce que c'est du nouveau. Après ça, faut que tu crées une identité dans ce building-là. Tu sais, le Mellon, c'était notre building, c'était plate parce que c'était le fun pour nous, mais pour les équipes visiteurs, c'était tellement vieux, démodé et pas si propre à la fin que je sais que dont Bruno Gervais venait jouer avec les Islanders et était assis sur des petites chaises, c'était inconfortable, ce qui est le fun pour l'équipe locale. Donc, ça amène... Là, tu arrives dans une nouvelle aréna. Il y a des arénas comme le console parce que t'es mieux dans cette aréna-là que dans ta propre aréna quasiment parce qu'ils mettent vraiment les installations top of the line. Donc, la transition, c'est bien fait, mais c'est tellement plaisant là, quand tu arrives parce que justement, tu vas avoir des choses que tu n'avais pas dans l'ancien. Tu as un shooting room, tu as le gym, tout est dernier cri dans la science aussi. Fait que ça, pour un athlète, c'est fantastique. Puis maintenant, ton meilleur souvenir à la maison, après qu'on passe à une deuxième partie de ta carrière, mais ton meilleur souvenir, est-ce que, tu sais, si je te dis tout de suite, ferme tes yeux, Max, là, on se rapporte à Pittsburgh, tu arrives là, dis-moi ce qui te vient tout de suite en tête de ton plus beau moment en tant que joueur là-bas. Bon, là, c'est assez, je pense, facile là, par rapport au match numéro 7 en 2009. Là. Ça, c'est quand même... Bon, c'est ça. J'ai plein d'autres beaux moments, là, mais lui, il est dur à battre parce que c'est l'accomplissement de quelque chose d'extraordinaire. Le jour que tu réussis, en tout cas que j'ai réussi à jouer mon premier match dans la Ligue nationale, le lendemain, c'est de créer un nouveau but. OK, ça là, il est fait, il est accompli. Ben, une fois que tu es dans la Ligue nationale, c'est quoi le but? Oui, c'est de rester là, c'est de s'établir, mais c'est de gagner une Coupe Stanley. Fait d'être capable de remporter une Coupe Stanley, ce que je me rends compte qui est tellement difficile à faire. Il faut tellement que tu aies de chance. Puis, tu as une chance sur 32 à chaque année. Là. C'est pas simple. Là. C'est pas. On dit que le Canadien n'a pas gagné depuis 1993. Oui, mais ça fait 31 ans. Là. Il y a 32 clubs. Fait donne-la chacune des années à un nouveau club, puis ça prend 32 ans à la regagner. Admettons. Je sais pas si tu comprends. Oui, je m'en vais, mais tout ça pour dire que c'est difficile à gagner. À Montréal, on dirait qu'on prend ça un petit peu pour acquis, parce qu'on en a 24, mais quand j'ai voyagé en Californie, l'importance d'en avoir juste une coupe. Les Ducks, que ça leur a donné comme push à ce moment-là, même les Kings, lorsqu'ils ont remporté leur première coupe, ils ont gagné 2 presque back-to-back, mais d'avoir ça dans l'histoire de l'organisation, ça change tout. Donc, effectivement, il faut se le rappeler que c'est dur à gagner comme trophée. Là. C'est sûr et certain. Donc, d'avoir eu la chance de le gagner le 12 juin 2009, pour moi, c'est un moment qui a été spécial. Puis les célébrations qui sont suivies, puis de partager ça avec ma famille au moment où j'étais avec mes frères, mes parents, puis tout ça, la gang, c'est vraiment spécial. Puis c'est drôle, tu regardes ma carrière de 15 ans professionnel, il y a juste dans mon téléphone un group chat d'une année qu'on a gagné, c'est 2009.
tu sais, que de temps en temps, il y a des niaiseries qui pop, tu sais, c'est parce qu'on a gagné. Tu sais, c'est là que tu tisses tes liens et que tu as les plus beaux souvenirs. Donc, ouais, c'est vraiment spécial. Parle-nous de la rivalité maintenant, la fameuse bataille de la Pennsylvanie. Vous êtes affrontés en série aussi. Ben, cette année-là également, en fait, c'est reconnu comme étant probablement une des 3 plus grosses rivalités de la Ligue nationale, peut-être même la plus grosse présentement entre les Flyers et les Pingouins. Ça brasse des 2 bords lorsqu'il y a des matchs à Philadelphie puis des matchs à Pittsburgh également? Oui, c'est certain. Mais regarde, les Flyers ont été moins compétitifs dernièrement. Tu sais, la meilleure façon de bâtir une rivalité, c'est de jouer en série un contre l'autre. Tu sais, puis c'est de rivaliser, puis c'est à chaque fois, il y a des événements qui se passent. Puis, donc, tu sais, tu regardes si Giroud est parti. Tu sais, c'était Giroud-Sid aussi, ça brassait un petit peu. Puis dans nos premières années, c'était Pronger, puis c'était Hatcher, puis tu sais, c'était Richards, Carter. Tu sais, ça a toujours brassé. Je pense de base, vu que c'est dans le même état, il y a quelque chose là. Tu le sais. Puis, encore une fois, pour avoir été un Flyers, tu vas à Philadelphie regarder un match de hockey, là, tu mets un gilet d'une autre équipe, là, comme là, tu mets un gilet des Pingouins, c'est encore pire, mais tu mets même un gilet des Canadiens, des estrades, un soir, un mardi soir, ça se peut que tu te fasses caler un petit peu, tu te fasses jaser. Donc, c'est une crowd qui est extrêmement passionnée, borderline agressif. Puis, ça fait partie de la mentalité des Flyers. Puis c'est correct, ça amène de l'émotion puis de l'énergie. Donc, pour moi, en tant que joueur, d'avoir quitté les Penguins pour aller aux Flyers, puis de revenir à Pittsburgh, puis de me faire aimer comme je le suis, c'est un extrême privilège. Là. Je me sens vraiment choyé là, que les fans aient comme oublié ce moment-là ou qu'ils m'aient accepté que j'aille fait ça. Puis, donc, oui, c'est une grosse rivalité. Puis c'est ça qui est le fun dans le sport. Hein? Ces matchs-là, le Canadien nordique, c'est quoi qui était le fun? C'est ça, le monde veut le voir. Tu le sais, tu le marques à calendrier, tu l'encercles avec un gros crayon, tu te dis, tu ne peux pas manquer ce match-là. Là. C'est sûr et certain. C'est des matchs de série en saison. Fait que c'est super. Puis les fans ils ont accepté ça. T'es maintenant, je pense, un pingouin à vie, on peut dire ça. Mais au moment où tu as pris cette décision-là, que tu es devenu un Flyer, l'ennemi juré, ça a été quoi la réaction à ce moment-là? Y a-tu des fans qui t'ont écrit? As-tu senti ça dans les médias où les gens ont quand même compris à ce moment-là ta décision? Même si c'était émotif, peut-être par amour, de dire on peut pas croire que Max Talbot s'en va à l'autre bord? Oui, ben, avec expérience, là, ceux qui écrivent, normalement, c'est rare parce qu'ils veulent écrire des poèmes. Fait qu'il faut que tu prennes le pourcentage des gens qui écrivent par rapport à ceux qui n'écrivent pas. Tu te dis, bon, OK. Fait faut que tu prennes ça avec un grain de sel. Mais pareil, pour moi, je comprenais la situation, c'est comprenable. Puis, il a fallu que j'attende mon match à Pittsburgh. Je pense que c'était le 27 décembre de cette année-là. Là. J'ai signé le 1er juillet. Puis je pense que le 27 décembre, on a été joué à Pittsburgh. Puis l'équipe a eu la classe de me faire un hommage. Là, Puis j'ai entendu 2, 3 ouh! Puis là, ça a commencé à se lever et à applaudir. Donc là, c'était comme OK, cool. Vraiment, je suis fier, c'est parfait. Ils m'ont comme, au moins, ils m'ont pas. OK, là, tu es revenu, Max. Ouais, je suis revenu. Pardon. Les écouteurs ont rendu l'âme. Au moins, ils t'ont pas hué, mais tu as dû avoir un poids qui t'est descendu des épaules à ce moment-là. Incroyable. Oui, c'est ça, exact. Donc, puis j'avais marqué aussi dans le filet désert, donc j'étais super content là, du résultat du match. On avait gagné pour les Flyers. Puis ma première saison, ça a tombé qu'on jouait en première ronde contre les Pingouins. Fait que, imagine, là, je quitte l'équipe, on arrive, on tombe face à face en première ronde des Pingouins. Puis les Flyers, on a eu le dessus. Ça a été une série historique là, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, aller voir ça sur YouTube. Là. 2000, ça serait les séries 2012. Ouais, 2012. Ça avait brassé. C'était Brizgalov contre Fleury. C'était des scores, là, ça n'avait pas de bon sens, du 7-5, des affaires ridicules. Donc, on avait eu le dessus. Puis ça m'avait vraiment encore plus un peu calmé de mon choix, de ma décision.
Écoute, Max, je prendrais des anecdotes comme ça. Je suis certain que les auditeurs aussi jusqu'à demain matin. J'ai hâte d'aller voir ça, cette bataille-là de la Pennsylvanie, d'assister à tout ça. Philadelphie également, qui est pas trop loin. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est d'une richesse incroyable. Puis pour moi, on ne pouvait pas faire cet épisode-là sans toi. Tu es vraiment la première personne à qui on a pensé. La deuxième, c'est mon collègue et ami Georges qui va s'amener une couple de minutes également dans l'épisode. Mais tu étais vraiment le premier. Puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude que tu as accepté de faire l'épisode avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir. Enjoy, profitez-en. C'est une place spéciale. Puis let's go, Pens! Merci, Max. Yes. Les Visiteurs, le podcast. Finalement, le dernier pôle, qui est probablement celui qui vous intéresse davantage le plus, les prix. Les billets ne sont pas donnés au PPG Paints Arena. C'est normal. On a une belle équipe, notamment avec Sidney Crosby et compagnie, Malkin, tous les autres, voilà. Malgré que c'est une équipe qui n'a pas fait les séries éliminatoires dans les dernières saisons, donc peut-être que ça joue. Mais bref, je pense que ça vaut la peine de payer pour aller dans ce building-là, pour aller voir Sidney Crosby jouer pendant qu'il est encore temps. Il lui reste que quelques saisons dans sa carrière et c'est un aréna qui vaut la peine d'être visité. Le prix des concessions, c'est pas donné, puis tu n'as pas d'option à bas prix, comme on a vu par exemple au Minnesota, comme on a vu dans d'autres arénas qui font certains efforts au moins. Il y a Atlanta qui s'en vient, par exemple, qui le font dans la NFL et ça semble être une tendance qui s'en vient. Tu peux facilement payer plus cher qu'au Centre Bell en US pour une bière du même prix. Des bouteilles d'eau sont 5 $. Oui, il y a des endroits que tu peux remplir ta bouteille d'eau, mais il n'y a pas beaucoup de pression. En tout cas, bref, c'est pas le meilleur système. Alors pour moi, je vais devoir y aller avec un 3,7 sur 5, ce qui n'est pas très, très élevé au niveau des prix du PPG Paints Arena. Parfois, je veux dire, certains endroits sont plus chers que d'autres et c'est peut-être un peu le cas ici. C'est pas exorbitant non plus. On ne parle pas, encore une fois, des prix d'Anaheim ou quoi que ce soit, mais c'est quand même pas donné d'acheter la bouffe et les billets là-bas. Mais par contre, je pense que dans les clubs, là, tant qu'à payer, si vous voulez aller dans les différents clubs qui sont là, mettre un petit peu plus de sous, ça dépend de votre budget, mais vous pouvez avoir peut-être des options un petit peu plus raffinées, haut de gamme, qui peuvent être intéressantes aussi. Alors, ça nous donne, comme note finale, laissez-moi calculer en même temps que vous, 3,7. Attendez, là, on va faire... où cette calculatrice-là? Bon, voilà. 3,7 pour les prix, plus 4,3 pour la bouffe, plus... On avait dit l'ambiance 3,8 plus 4,2 pour le design plus 5 sur 5 pour l'emplacement. Ça nous donne 21 sur 25. Si je fais x4, ça nous donne une note de 84 pour le PPG Paints Arena. 84, ça vient nous mettre ça en avant du Rogers Arena de Vancouver, très, très proche du Rogers Place, en avant du Crypto.com, en avant du Honda Center, un petit peu en bas du Xcel Energy et loin derrière le Bridgestone Arena, qui reste toujours notre arena le mieux coté de cette saison 1 avec une note de 91,2. On a pu donner 87. Ah, j'avoue. Combien j'ai donné, là? 84? 87. J'aurais peut-être dû faire ça. Pag amène un excellent bon point ici. Alors, ça ressemble à ça pour le PPG Paints Arena. Encore une fois, si vous allez faire un tour à Pittsburgh, écrivez-moi sur les médias sociaux. Échangeons ensemble. Vous pouvez vous abonner à notre groupe Facebook. Merci beaucoup à Max Talbot, à Chris Letang. Merci à Georges d'être passé dans cet épisode. Merci à Pag au montage, à la réalisation de cet épisode. Merci à vous d'être là et surtout à notre commanditaire billet.ca qui est avec nous. Et d'ailleurs, billet.ca, soyez là, n'importe quel événement sportif, culturel, peu importe. Allez faire un tour pour vous trouver les meilleurs billets à des excellents bons prix. Passez une bonne semaine et on se reparle très bientôt pour l'épisode de Philadelphie.